Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, bonjour ou bonsoir, quelles que soient vos heures d'écoute, je suis Lise Obon Angoro, avec moi Arnaud Ondo Ngozogo pour la présentation de votre émission Gabon Environnement. Dans ce studio, nous sommes à nouveau avec Monsieur Gaspard Nanekula, doctorant en droit privé, magistrat de formation et consultant OADA. Arnaud Ondo Ngozogo, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Quelle est la nouvelle thématique du jour dans ce nouveau numéro de Gabon Environnement? Nous allons débattre des principaux engagements de l'accord de Paris face à la pandémie de la Covid-19. D'accord, je me tourne vers notre invité. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur Radio Gabon, la référence. Bonjour, Monsieur Gaspard Nanekula. Bonjour, Madame Obon. Le plaisir, il est partagé d'être invité sur votre plateau afin de discuter des sujets d'intérêt pour la société. Merci d'avoir répondu à cette invitation d'entrée de jeu. C'est quoi l'accord de Paris? Qu'en est-il d'un accord parmi tous les autres accords internationaux en matière de changement climatique? Depuis 1972, le monde a commencé à s'interroger sur les questions de changement climatique, mais la réunion phare, c'est celle qu'on a appelée la réunion de Rio, ou la conférence de la Terre. C'est cette première conférence organisée par les Nations Unies qui a lancé les fondements sur la question climatique. Et de cette réunion phare sont nés plusieurs accords. Nous avons la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d'autres accords. Alors, de cet accord, des engagements internationaux ont été pris pour essayer de réduire les effets des gaz qui ont un impact négatif sur notre climat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons le constater. On a des saisons qui deviennent peut-être plus courtes. On a de plus en plus de pluies diluviennes qui causent des dégâts. On a plus des journées qui sont chaudes. Et d'ailleurs, à ce sujet, le rapport de météorologique mondial prouve que l'année 2019 a été l'année la plus chaude. Et l'année 2020 est en train de suivre le même cheminement. Donc cela prouve qu'il y a problème. Alors donc les États étaient dans une dynamique pour pouvoir trouver un accord international auquel tous les États du monde vont participer. Et c'est cela qui fait la spécificité de l'accord de Paris. C'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les États du monde entier se sont mis d'accord sur un accord international pour régler la question des changements climatiques. Et c'est ce qui fait l'importance, qui fait la spécificité de cet accord, l'accord de Paris. Et derrière, il y a plusieurs engagements qui ont été pris par les États, que nous allons présenter tout au long de notre émission. Parlons d'engagement. Quels sont ces engagements? Alors, lorsqu'on allait à l'accord de Paris, pour vous dire que j'ai eu l'honneur d'accompagner les négociateurs pays de la sous-région CEMAC, donc de participer à la négociation de l'accord de Paris. Alors, avant l'accord de Paris, on avait deux grands points essentiels auxquels l'accord de Paris devait répondre. Le premier élément, c'était de prendre l'engagement de réduire les effets des gaz à 1,5 pour nous, le groupe Afrique. Et ensuite, le deuxième élément, c'était de faire en sorte que cet accord soit un accord contraignant. C'est-à-dire que lorsque les États vont s'engager, les États seront obligés de pouvoir respecter les différents engagements qui seront issus de cet accord. Donc c'était les points essentiels. Alors finalement, après négociation, c'était une négociation assez âpre entre d'une part les pays développés qui ont une industrialisation, qui n'ont pas envie de réduire et qui polluent pour beaucoup plus que nous les pays en développement où notre niveau de pollution est assez faible. Donc finalement, à la fin de la négociation, on a pu trouver un compromis. Donc on est arrivé le compromis selon lequel on devait réduire les effets des gaz
moins de 2 degrés. Les Occidentaux ne voulaient pas entendre moins 1,5. Alors que nous, les pays africains et le G77, ce sont les pays en développement plus la Chine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant les négociations en matière de changement climatique, les négociations se font par groupe de pression. Donc vous avez le groupe de l'Union européenne, les pays d'Amérique du Sud, vous avez le groupe le G77. C'est le groupe auquel nous appartenons, c'est-à-dire que les pays en développement plus la Chine. Et c'est le groupe qui s'est débattu pour que l'on parle du 1,5. Bon, malheureusement, au niveau de la négociation, parce qu'il faut laisser du lait, c'est une négociation. On ne peut pas tout avoir. Dans le texte, on parle de moins 2 degrés. Et ça nous a satisfait en tant que négociateurs. C'est vrai qu'on voulait voir 1,5. Mais la différence, M. Nicolas, entre le 1,5 et le 2 degrés. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, les pays africains, par exemple, il fait déjà extrêmement chaud chez nous. On est à des niveaux de 2,5. Alors, si on reste à 2,5, par exemple, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des températures de 3,5. Celsius, c'est quoi? Celsius, degrés Celsius, voilà. Et ça va être extrêmement difficile pour nous. Donc, par exemple, si on est à 30 degrés, vous ajoutez plus 3, ça fait 33 degrés Celsius. Et ça, vous voyez, c'est très difficile pour nous. Ça va désorienter notre agriculture. Ça va faire des journées de plus en plus chaudes. Et donc, imaginez toutes les conséquences économiques qu'il y a derrière. Et non seulement économique, mais aussi social. Et ça veut dire quoi? C'est beaucoup plus de pluies diluviennes, ça veut dire que c'est beaucoup plus d'inondations, toutes les catastrophes qu'il y a derrière. C'est pour cela, nous, on s'est battu de sorte que on reste à 1,5. Si ça augmente, on peut arriver à 2. On peut encore supporter ce niveau de température. Ça, c'est par an ou par mois? Comment ça devait se faire? Non, ça dit que c'est un engagement qu'on prend. On se dit, bon, voilà, l'engagement, c'est d'arriver à tel niveau. Donc, les États doivent se battre pour pouvoir arriver à ce niveau d'engagement pris. Alors, on va arriver au niveau de l'accord. Je peux vous expliquer comment ça va se passer. Alors, donc, ça, c'était au début de l'accord. Donc, finalement, au sorti de cet accord, il y a eu 6 principaux engagements. Le premier engagement, c'est que les pays devaient investir plus de 1000 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques et investir dans les énergies propres. C'est-à-dire les énergies éoliennes, les énergies solaires et ce qu'on appelle les énergies propres. Ensuite, les pays développés devaient débloquer chaque année 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques. Et le financement devait commencer en 2020. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que finalement il est actif ou pas? Et ensuite, le troisième engagement, c'était la liberté qui a été laissée aux États. Chaque État prend la décision de dire, bon, moi, dans mon pays, voici mon niveau d'engagement. Je vais réduire mes effets de serre à 20%, 30%, 50%. En ce qui concerne notre pays, on a eu un engagement assez fort. Dans notre document d'engagement, le Gabon a décidé de réduire de 50% ses effets de gaz. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur la bonne trajectoire? On n'en sait rien. Peut-être au cours d'une autre émission on pourra en parler. Ensuite, le quatrième engagement, c'était l'obligation faite au pays de réduire les effets de gaz. Et ensuite l'accord, je vous disais au départ que les États, surtout les États le groupe du G77, on s'est battu pour que l'accord soit contraignant. C'est-à-dire si les États prennent des engagements, qu'ils le respectent. Alors, bon, finalement, à la fin de la négociation, l'accord a été moins contraignant. C'est-à-dire que l'accord n'a pas été contraignant comme on le voulait au début de la négociation. Bon, c'est difficile parce que si vous avez en face de vous des États et qui ont le principe de la liberté des États, mais l'idéal, c'était pour nous, les négociateurs pays, c'était que cet accord soit véritablement contraignant. C'est-à-dire que si les États décident, par exemple, de débloquer 5 milliards par an, il faut que chaque année, ils débloquent cette somme-là. Ouais, que cette somme soit disponible. Mais comme c'est pas contraignant, donc ils peuvent dire, bon, écoutez, on n'a pas pu réussir à mobiliser les 100 milliards, bon, on a trouvé 50 milliards, mais c'est pas contraignant. Donc il n'y a pas d'engagement assez fort. Alors le dernier élément, je vais terminer s'il vous plaît, pour que l'accord soit mis en œuvre, il fallait que 50 États puissent ratifier cet accord. Mais pour la première fois, comme je vous disais, avant la fin de l'année 2016, plus de 55 États avaient déjà ratifié cet accord. Il faut démontrer l'engagement des États face à la situation. Donc voici un peu les 6 principaux engagements issus de l'accord de Paris. Quand on parle de réduction de l'effet de serre, c'est un concept aussi très technique. C'est quoi l'effet de serre? Alors, l'effet de serre, techniquement, toutes les activités anthropiques, c'est-à-dire les activités de l'homme. Par exemple, faire de l'agriculture, les voitures qui circulent, le climatiseur que nous utilisons, émettent des gaz.
Même la respiration. Même la respiration émet des gaz. Et ces gaz, vous savez qu'entre le soleil et nous, il y a une couche qu'on appelle la couche d'ozone. Et ces gaz ont un effet négatif sur cette couche d'ozone. Et on les appelle les gaz de serre ou les effets de serre. Donc l'objectif, c'est que ces gaz, lorsqu'ils arrivent, ils détruisent petit à petit la couche d'ozone. C'est ce qui fait qu'on a de plus en plus le soleil qui attaque la planète Terre parce que la couche est réduite. Donc réduire les gaz à effet de serre va amener à cette couche d'ozone à pouvoir se refaire et mieux nous protéger face au soleil. Et quel est donc, à la suite de cela, l'état de mise en œuvre de ces engagements des années après? À la suite des engagements, vous avez des États qui se sont engagés. Je vous donne des exemples par exemple. Nous avons la Suisse qui a été d'ailleurs le premier État à déposer ses engagements, qui avait promis de réduire de 50% d'ici 2030 ces engagements. Vous avez la Chine, l'un des plus gros émetteurs de gaz, qui a promis de réduire entre 60 et 65% d'ici 2030. Donc les différents engagements qui ont été pris par les États, c'est d'ici à 2030. Donc d'ici à 2030, je vais vous expliquer par l'horizon, c'est 2030. L'horizon, c'est 2030. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne les 1000 milliards pour financer les énergies propres, aujourd'hui, il n'y a pas une grande lisibilité sur cet engagement-là. Donc la somme n'a pas encore été mobilisée, mais il y a quelques petites initiatives qui se font. Alors, sur les 100 milliards de dollars dont l'engagement devait débuter au cours de cette année 2020, déjà 2 ans avant, on s'en inquiétait déjà de la faible mobilisation de cette somme. L'année dernière encore, lors de la COP qui a eu lieu, on s'en est également préoccupé parce qu'on n'avait pas encore les États développés qui avaient promis, n'avaient pas encore mobilisé cette somme. Donc vous comprenez aisément qu'avec l'arrivée de la pandémie, la Covid-19, les États ont trouvé une excuse pour ne pas pouvoir mobiliser cette somme. Donc ce qu'il faut dire aujourd'hui, l'État, cet engagement ne pourra pas être effectif au courant de cette année. Pourquoi? Parce que, je vous ai pas dit, chaque année, les États partis à l'accord de Paris se réunissent, ce qu'on appelle la COP. Donc c'est au cours de cette réunion qui a lieu chaque année entre le mois de novembre et décembre que les États se réunissent pour pouvoir faire l'état des lieux de la mise en œuvre. Mais c'est la réunion prévue en novembre en Écosse cette année, a été reportée en 2021. Donc il est difficile de pouvoir aujourd'hui prévoir ce qui va se passer. Mais en ce qui concerne les engagements pris en 2015-2016 par les États, l'état des lieux va avoir lieu en 2023. C'est à partir de 2023 que les spécialistes vont regarder, en fonction des engagements pris par les États, si la trajectoire est bonne ou pas. Parce que c'est sûr. Et pourtant, la conférence des partis se tient chaque année. Est-ce que ces questions de faire le point sont éludées? Parce que avant de passer à de nouveaux engagements, il faut d'abord s'interroger sur l'état de ce qu'on a contracté à leur état de mise en œuvre. Alors ici, il faut dire que ce sont des engagements, tout à l'heure je vous ai expliqué, qui vont avoir un impact énorme sur notre manière de vivre. Parce qu'il va falloir réduire, par exemple, la consommation de carburant. Il faut réduire la consommation des énergies fossiles, par exemple. Donc vous voyez, derrière, c'est des aspects économiques énormes. Il faut fermer des entreprises, il faut licencier. Alors, donc les États hésitent. Parce que le politique, lui, quand il arrive, il a un programme. Et le programme tourne en général autour des emplois. Ouais. Donc il est difficile pour un chef d'État d'arriver et de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des engagements. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte que quand le président Trump est arrivé avec son programme de société, il a estimé que les engagements issus de l'accord de Paris étaient trop contraignants pour les États-Unis. Et il a décidé de retirer son pays de cet accord. On va évoquer le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Mais vous avez dit le Gabon s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 50%. Si j'ai bien compris. Ouais. Comment tout ça devait être mis en œuvre? Bon, alors, comment tout ça devait être mis en œuvre? Le Gabon a identifié un certain nombre de secteurs phares, des secteurs émetteurs, les secteurs qui émettent beaucoup plus des effets de gaz. Il y avait le secteur forestier qui avait été le secteur énergétique, le secteur minier, pétrolier et le secteur des transports. Donc, on a identifié un certain nombre de secteurs et il fallait maintenant travailler au niveau de ces secteurs
pour pouvoir voir comment est-ce que on réduit ces effets de serre. Bon, j'y ai travaillé pendant quelques mois au sorti de l'accord de Paris. Bon, depuis mon départ du ministère des Eaux et Forêts, bientôt 3 ans, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à quel niveau le Gabon se situe. Alors, mais et cela s'est rajouté encore avec la crise économique qu'il y a. Oui. Donc, il y a des initiatives qui ont été prises, mais aujourd'hui, on ne peut pas encore se prononcer sur ces initiatives. On va attendre peut-être 2023, puisque c'est la date fatidique pour tous les États pour faire le point des engagements pris. Peut-être à ce moment-là, on pourra faire l'état des lieux des engagements pris par le Gabon. Avec le secteur des transports, on se souvient de cette mesure que le gouvernement avait prise d'interdire l'importation des véhicules de plus de 10 ans. Ça fait partie de ces engagements. Oui, cette mesure fait partie effectivement des engagements, parce que vous savez, plus un véhicule est vieux, plus il émet des gaz. Alors, donc, si le gouvernement, en interdisant l'exportation de véhicules ayant plus de 10 ans, participe effectivement de la réduction des effets de serre. Et c'était une des mesures qui rentrait dans ce cadre-là. Et bien d'autres mesures qui ont été prises. Par exemple, au niveau pétrolier, il y a un projet qui a été mis en place pour recueillir les gaz qui échappent de la production pétrolière. Même le torchage aussi. Le torchage, à un moment donné, le torchage. Oui. Donc, il fallait recueillir ces gaz qui sortaient et les transformer en énergie. Voilà, ce projet a été mis en place, mais aujourd'hui, on n'a pas une visibilité sur les effets de ce projet. Peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans, on aura plus d'informations sur les progrès réalisés par ces projets mis en œuvre par le gouvernement de la République. L'avènement de la Covid-19 permettra-t-il aux États de respecter ces engagements? Aujourd'hui, c'est la grande problématique et ça va être difficile. Vous voyez, la COP prévue pour cette année elle-même, qui devait faire l'état des lieux, a été reporté pour 2021. Et aujourd'hui, la préoccupation principale des États, c'est la lutte contre cette pandémie. La relance économique. Donc, il sera difficile pour les États de pouvoir, en même temps, regarder la question de changement climatique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, des groupes de pression se mettent en œuvre pour rappeler aux États de ne pas oublier la question du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude qui est née au niveau de tous les défenseurs de l'environnement vis-à-vis de cette pandémie-là. Parce qu'on voit que les efforts des États se tournent plus vers la relance économique et la lutte contre la pandémie au détriment de l'environnement. Vu sous cet angle, il sera vraiment difficile aux États de pouvoir avoir des ressources nécessaires ou supplémentaires pour pouvoir respecter leurs engagements. Et pourtant, on a constaté avec les mesures de confinement prises par les États, en arrêtant la production industrielle et autres, la planète avait mieux respiré pendant cette période. Heureusement, voilà, le dernier rapport effectivement pourra démontrer que le GIEC, c'est le groupe de scientifiques du monde qui se retrouve chaque année pour donner des avis scientifiques sur l'état de la planète. Et souvent, ce groupe-là qui oriente les décisions des décideurs avant chaque COP. Et leur dernier rapport, effectivement, a démontré que les mesures prises par les États des confinements ont permis à la planète de mieux respirer. Vous avez des villes comme Pékin où on a du mal à respirer, mais les gens commencent à bien respirer. Le ciel était hyper, et ainsi de suite. Voilà. Et dans les villes, vous avez des animaux qui pouvaient sortir de la forêt, se balader. La neige a commencé à retomber. Malheureusement, comme on dit, à quelque chose malheur bon. Voilà, effectivement, cette période a permis à l'environnement de mieux respirer. Mais est-ce que c'est pas aussi une occasion pour les dirigeants du monde de prendre conscience de la nécessité vraiment d'aller vers cette lutte contre le réchauffement climatique? Alors, tout à l'heure, lorsque je présentais l'accord de Paris, je vous disais que l'accord de Paris, c'est un engagement des États. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les États se sont engagés, les États ont reconnu la nécessité de lutter contre les changements climatiques. Et donc, la bonne volonté des États est là, les États se sont engagés. Et je vous disais aussi que avant 2016, avant la fin de l'année, plus de la moitié des États avaient déjà ratifié cet accord. Et là aussi, c'est pour montrer la bonne volonté des États. Mais comme je vous disais aussi par ailleurs que les États sont confrontés à un dilemme. Parce que vous avez de l'autre côté des emplois à préserver
Parce que s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de consommation. S'il n'y a pas de consommation, c'est des grèves qui vont arriver. Ouais. Et s'il y a des grèves, c'est le pouvoir politique qui va être bousculé. Et vous avez de l'autre côté la question de changement climatique. Donc aujourd'hui, le défi pour les États, c'est de pouvoir arriver à cette adéquation pour pouvoir, d'une part, gérer les questions climatiques et d'autre part, gérer les questions économiques. Et c'est le grand défi pour les États aujourd'hui. C'est d'arriver à cet équilibre entre la gestion de l'environnement et la gestion économique. Et est-ce qu'on va parlant de la ratification de l'accord de Paris, est-ce que toutes les parties prenantes à cet accord l'ont déjà ratifié? Ben, je vous dis que tous les États ont ratifié cet accord. Aujourd'hui, tous les États des Nations Unies ont ratifié l'accord de Paris. Avant 2 ans. Parce que dans l'accord, les dernières dispositions disaient que pour que l'accord soit mis en œuvre, il faut au moins 55 États aient ratifié cet accord. Mais avant 2016, il a été signé le 12 décembre 2015. Mais avant 2016, la plupart des États avaient déjà ratifié cet accord. Donc c'est pour montrer véritablement l'engagement des États sur cette question de changement climatique qui n'est pas une personne. C'est vrai que les États développés font un peu de la résistance, mais même dans leur pays aujourd'hui, les effets des changements climatiques sont très visibles. Mais on dit souvent que le Nord pollue plus et le Sud en pâtit plus. Comment expliquer bon, nous en pâtissons beaucoup plus par rapport à la faiblesse des investissements que nous avons sur, par exemple, les infrastructures routières, sur l'urbanisation de nos villes. Si les villes ne sont pas bien urbanisées, on n'a pas des canaux d'évacuation des eaux, on n'a pas les plans cadastraux qu'il faut, donc c'est tout à fait normal que on est beaucoup plus impacté que les pays développés qui ont des villes beaucoup plus urbanisées que nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a par exemple des pluies dans nos quartiers sous-développés, sous-intégrés, on enregistre les inondations parce qu'il n'y a pas de canaux d'évacuation des eaux. Parfois des drames. Et parfois des drames. Et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus impacté. Et l'autre raison que l'on peut, c'est quoi? Parce que déjà chez nous, nous sommes déjà des pays où on a un niveau de température assez élevé. Est-ce que vous comprenez? À rajouter au changement climatique, ce qui fait que l'impact est beaucoup plus visible chez nous. Surtout au Gabon qui est sur l'équateur. Et surtout nous qui sommes sur l'équateur. Mais c'est vrai qu'au Gabon, il y a des impacts. Mais les impacts ne sont pas plus visibles qu'ailleurs. Vous avez par exemple au lac Tchad, près de 4 ou 5 pays dépendent, qui a perdu la moitié de ses eaux. Et c'est devenu une préoccupation sous-régionale aujourd'hui pour les États de trouver des solutions alternatives. Parce que si jamais ce lac a séché, c'est une catastrophe énorme pour les peuples qui vivent autour de ces lacs, qui dépendent de ce lac. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous avez de l'autre côté aussi, par exemple, quand on prend le cas du Gabon, vous avez la mer qui avance. Ouais. Et les prévisions disent que d'ici, par exemple, 2050, la ville de Port-Gentil risque d'être immergée, et les villes côtières. Parce qu'avec la montée des températures, les glaciers qui soutiennent les températures du monde fondent. Ouais. Et lorsque les glaciers fondent, le niveau de mer augmente. Et dans les négociations, vous avez un groupe qu'on appelle les pays insulaires, mais qui s'acharne aujourd'hui au niveau des négociations internationales, parce que ces pays court aujourd'hui le risque de disparaître sous la montée des eaux. Arnaud, nous marquons un point pour une pause, puis nous nous retrouvons après la transition.
l'émission Gabon Environnement dans sa seconde partie. Dans la première partie, nous avons parlé de la COP 21 et les engagements issus de cette rencontre. Monsieur Gaspard Nanekula, doctorant en droit privé, magistrat de formation et consultant OADA, est notre invité du jour. Arnaud, quel est le second axe de cette émission? Le second axe va porter sur les engagements des pays développés. Est-ce que les engagements seront tenus par rapport à la pandémie de la COVID-19 qui sévit aujourd'hui à travers le monde? Et donc, pour enchaîner, monsieur Nanekula, qu'en est-il donc de l'engagement? On avait commencé à en parler. La pandémie est là, les engagements sont là aussi. On l'a dit, les risques pour que ces engagements ne soient pas tenus est grand. Le risque est grand et énorme parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la pandémie que nous connaissons tous, l'attention des États est beaucoup plus mobilisée vers la lutte contre cette pandémie et la relance économique. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons par exemple l'Union européenne qui a mobilisé plus de 750 milliards d'euros pour la première fois pour pouvoir relancer l'économie. Et parmi tous les commentaires qu'il y a eu sur ce montant, j'ai pas entendu assez de moyens pour la question pour les questions de changement climatique. Donc cela donne déjà le temps de ce que sera des décisions qui seront prises dans les différents États. Donc aujourd'hui, il y a une réelle inquiétude au niveau des défenseurs de l'environnement par rapport à tous les plans de relance économique qui se mettent en place. L'environnement n'occupe pas une place de choix. Et ça, c'est vraiment une réelle inquiétude pour l'humanité. Pensez-vous que les pays développés ont-ils la volonté d'aider les pays en voie de développement? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que en relations internationales, il n'y a pas d'amitié. Ce sont des intérêts. Et même dans les accords internationaux, ce sont des intérêts. Donc, officiellement, oui, les pays développés ont la volonté d'aider les pays en développement. Mais derrière, est-ce que cette volonté est matérialisée? Gros point d'interrogation. Parce que ce qu'il faut dire qu'avant l'accord de Paris, je vous ai parlé de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'ancêtre de l'accord de Paris. Beaucoup d'engagements avaient été pris sous l'effet de cette convention, mais très peu d'engagements ont été respectés par les pays développés. Et d'ailleurs, ça a été un point d'achoppement lors des négociations de l'accord de Paris. L'accord était prévu pour s'achever le 11 décembre. On a dû avoir un jour de négociation parce que la Chine s'était vraiment opposée à peser de tout son poids pour amener les pays développés à respecter les engagements issus de la Convention cadre sur les changements climatiques. Donc, personnellement, je suis pas très optimiste. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais il faut pas que les États en développement se leurrent. Parce que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur les engagements des pays développés. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité historique en se fondant sur le principe pollueur-payeur. Ils ont pollué, historiquement, ils doivent payer. Mais malheureusement, eux aussi, ils ont leurs difficultés. Vous voyez des pays comme la France, il y a la crise économique qui bat son plein. Bon, et en période de crise, chaque État se replie d'abord sur soi, va chercher d'abord à résoudre ses propres problèmes avant d'aller résoudre ceux des autres pays. Donc moi, pour ma part, vraiment, je pense que les États en développement, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, essayer de mobiliser en interne des ressources pour pouvoir financer nous-mêmes tout ce que nous pouvons faire avant de pouvoir attendre que les pays développés ne tiennent leurs engagements. Finalement, monsieur Nanekula, on peut s'interroger, que vaut un engagement s'il n'est pas traduit en acte? L'engagement, c'est de se donner une bonne conscience, d'avoir eu un bel accord, d'avoir eu un accord historique qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a amené tous les États à pouvoir s'asseoir sur une table de négociation et à sortir de là avec un accord. Mais les États développés vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas tout faire, malheureusement. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je disais que
il ne faut pas que nos États se leurrent. Nos États devraient d'abord compter sur nous-mêmes avant de pouvoir compter sur les autres. Nous devons d'abord mobiliser sur le plan interne des ressources additionnelles pour financer un certain nombre de projets en attendant que l'aide des pays développés ne vienne. Parce que ce qui peut arriver, il peut arriver qu'ils ne respectent pas ces engagements, comme ceux sous l'effet de la Convention cadre des changements climatiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'accord n'est pas un accord contraignant, comme on le voulait au départ. Voilà, donc l'État fait ce qu'il peut. Et au niveau des mécanismes de financement, est-ce qu'au niveau international, on ne réfléchit pas comment trouver un mécanisme qui permettrait, par exemple, de financer ces engagements? Il y a plusieurs mécanismes sur le plan international qui existent. Vous avez le FEM, le Fonds mondial pour l'environnement. Vous avez d'autres initiatives parfois privées. Vous avez des initiatives des villes qui financent des projets. Mais le problème, c'est que vous voyez l'immensité de la Terre. Vous voyez tous les États qu'il y a. Et vous voyez tous les problèmes qu'il y a dans tous les États. On ne peut pas les résoudre en même temps. Il y a des conditionnalités qui sont mises en œuvre. Donc le plus difficile, c'est pour les États à pouvoir respecter les conditionnalités pour pouvoir accéder à ces financements. Puisque les fonds ne sont pas illimités. Oui. Hein, est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, c'est des États qui sont respectueux, c'est des États qui travaillent, qui sont vertueux, qui accèdent à ces petits financements qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, donc, il est souvent difficile pour nos pays en sous-développement, surtout les pays africains, il ne faut pas avoir peur de le dire, de pouvoir accéder à beaucoup de financements. Et aussi, l'autre difficulté, c'est parce que nous n'avons pas des spécialistes qui travaillent sur ces questions. Moi, je vous prends par exemple le cas des États-Unis pour la négociation de l'accord de Paris. C'était plus de 200 spécialistes américains qui sont venus négocier l'accord de Paris. Et le Gabon, nous, on n'était même pas une dizaine. Et dans chaque secteur, parce qu'en fait, les négociations se tiennent par secteur. Vous avez des négociations sur les questions agricoles, vous avez sur les questions minières, vous avez sur les questions, donc toutes les thématiques. Mais il faut que dans chaque thématique, vous ayez des spécialistes. Et que vous soyez aussi représentés. Et soyez des spécialistes qui sont représentatifs et qui maîtrisent les problématiques. Ouais. Donc, qui sont capables, après ces réunions, de pouvoir aider leurs États à accéder à des financements. Mais si vous n'avez pas des gens spécialistes qui sont capables de le faire, après, il y a des conditionnalités, mais vous avez du mal à accéder à ces conditionnalités pour pouvoir bénéficier des fonds nécessaires pour pouvoir financer des projets. Je vous donne une petite anecdote. Lorsqu'on préparait l'accord de Paris, au cours d'une réunion à Bonn, j'ai fait la rencontre d'un Chilien. Ce monsieur il était à sa 15e COP. Il connaît toutes les questions, toutes les discussions qu'il y a autour de la COP. Ouais. Et il maîtrise son sujet. Mais dans nos pays en développement, en général, quand un ministre arrive, il change des équipes. On les change tous les 2 ans, 3 ans. Et on n'a pas le relais. On n'a pas l'histoire. Parce que moi, je prends par exemple, moi j'étais dans le cercle des négociations, aujourd'hui je n'y suis plus. Personne ne me consulte pour demander d'avoir des informations. Bon, je suis là où je suis avec ce que j'ai, mais comment vous voulez avoir le feedback, comment vous pouvez avoir l'histoire, l'historique, si les cadres à un certain moment sont éparpillés. Alors dans les autres pays, les pays développés, ils ont cette mémoire. Ils conservent toujours des gens qui sont dans le processus de négociation pour avoir l'histoire, pour avoir la mémoire et surtout pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire à un moment T pour pouvoir bénéficier de tel autre. Je vous prends par exemple le cas des financements. Quand on regarde les pays d'Amérique du Sud, bénéficient beaucoup plus des fonds qui sont mis en place pour financer des projets. Mais pourquoi? Mais ces pays-là ont des équipes qui travaillent au quotidien. Vous avez des équipes qui travaillent sur la question de financement. Leur travail dans les ministères, à longueur de journée, c'est de regarder ce qui s'est fait en termes de financement, quels sont les mécanismes, et travailler pour pouvoir aider leur pays à accéder à ces financements-là. C'est pas le cas dans nos pays, surtout africains. Donc on a du mal à pouvoir accéder à ces financements. C'est vrai que les ressources sont limitées, mais en plus des ressources qui sont limitées, on n'a pas l'expertise nécessaire pour pouvoir arrêter. Et en plus, avec la démobilisation des fonctionnaires, comme par exemple le cas du Gabon, où chaque ministre qui arrive change des fonctionnaires, on nomme d'autres nouvelles personnes qui arrivent, qui connaissent pas le processus, qui ont du mal à comprendre ce qui se passe, et après on perd tout le travail qui a été réalisé malheureusement.
Comment peut-on expliquer la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et cette sortie ne va-t-elle pas impacter sur la mise en œuvre de cet accord? Alors, je disais tout à l'heure que un chef d'État qui arrive, il a un programme de société et son programme de société, c'est d'abord pour le bonheur de ses électeurs, de sa population. Alors, l'accord avait été signé sous la présidence du président Barack Obama, qui était un défenseur de l'environnement et qui était vraiment engagé dans le processus. Après les élections, le président Trump arrive. Il a un programme de développement. Et son programme de développement, c'est de relancer la machine économique américaine. Dans son programme, il y a la relance de la production des fossiles, des énergies fossiles, qui sont proscrites dans l'accord de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? America First. Alors, pour lui, le peuple américain, les États-Unis, passent avant toute chose, même au mépris de l'accord de Paris. Et il a décidé de sortir son pays de l'accord de Paris. Donc, c'est un pays souverain. On n'a pas à commenter la décision d'un État souverain qui est libre de prendre un engagement. Mais on sait que c'est aussi un grand bailleur de fonds, on va le dire. Comment comprendre que la sortie d'un seul pays fasse autant de bruit et branle les autres? On sait que c'est près de 200 pays qui ont signé l'accord de Paris. Alors, ce qu'il faut dire que au niveau du financement des conventions internationales, c'est souvent le financement est fait au prorata de la puissance économique du pays. Est-ce que vous comprenez? Et l'Amérique Le Gabon ne peut pas avoir la même contribution que les États-Unis. On n'a pas le même niveau économique, on n'a pas les mêmes ressources. Donc plus vous êtes développé, plus vous avez des moyens, plus on vous demande, vos efforts sont plus élevés. Et c'est pourquoi les États-Unis contribuaient sur les financements en matière climatique à hauteur de 40%. Et effectivement, c'est ce qui fait que la sortie des États-Unis de l'accord de Paris a plombé un tout petit peu la mise en œuvre de cet accord. Parce que vous imaginez 40% du fonctionnement de tous les organes et des financements de projets, mais après il faut que les autres États prennent le relais. Après la sortie des États-Unis, la Chine a pris le lead, la Chine a promis, mais ces promesses aujourd'hui tardent un petit peu à se mettre en œuvre, parce qu'il faut combler le gap de 40% en matière de financement. Et cette sortie aussi peut expliquer les inquiétudes que les États ont aujourd'hui dans la capacité à mobiliser les 100 milliards promis par an. Effectivement, et donc c'est par conséquent, c'est l'une des conséquences logiques. Ouais. Donc aujourd'hui, si les États développés devaient mobiliser les 100 milliards, les États-Unis valent 40%. Bon, après, il va falloir trouver le gap de 40% de ces 100 milliards annuels qui devaient commencer à produire les effets à partir de cette année. Donc après, les autres États ont du mal à combler ce gap. Donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de relations internationales, les États n'ont pas d'amis. Et la priorité d'abord, c'est chaque État d'abord, avant de pouvoir aller... et ce qui est tout à fait... C'est un principe naturel. Avant d'aller aider le voisin, il faut que vous vous rassurez que chez vous, tout va bien. Voilà, la charité bien ordonnée. Commence toujours par soi-même. D'accord. L'émission tire à sa fin, mais avant, Monsieur Gaspard Nanikula, votre mot de fin. Alors, le mot de fin, c'est d'attirer l'attention de nos gouvernants sur deux choses. La première chose, d'abord... leur demander en matière de financement de l'environnement, des questions climatiques, changement climatique, de compter d'abord sur nous-mêmes, de mobiliser d'abord des ressources internes avant de pouvoir compter sur les engagements pris par les États développés. Et aussi l'autre aspect, c'est de attirer aussi l'attention des gouvernants, de faire en sorte que on mette en place de véritables équipes pour pouvoir travailler sur ces questions éminemment techniques, pour avoir la lisibilité dans le temps. Surtout pour des questions aussi techniques et pointilleuses, on a besoin d'avoir des équipes qui soient pérennes. Donc c'est le conseil que nous pouvons donner à nos responsables politiques. D'abord, compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres.
On a des financements en interne que l'on peut mobiliser pour financer un certain nombre de petits projets. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et après, mettre en place des équipes techniques solides qui ne doivent pas bouger au gré des remaniements ministériels ou des changements de gouvernement, mais qui sont là pour travailler pour le pays, mais travailler sur la durée, voilà, qui reste en permanence. Pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, Arnaud Ondo vous fait un bref résumé sur la thématique du jour en rappelant le jour de diffusion ainsi que les heures. Le numéro Gabon Environnement de ce lundi a porté sur le thème les principaux engagements de l'accord de Paris face à l'avènement de la Covid-19 comme principal invité. Nous étions avec Gaspard Nané Koula. Il est doctorant en droit privé, consultant OADA. L'émission Gabon Environnement est diffusée le lundi à partir de 10h05, rediffusion le même jour à 20h. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de Radio Gabon et même la page YouTube de Radio Gabon en direct. Vous aurez l'émission Gabon Environnement. L'émission a été réalisée par Herman Osunga, la présentation, Lise Obonangro et Arnaud Ondo Ngozogo. Nous disons encore merci à vous qui nous avez reçus chez vous. Et merci surtout à la disponibilité de l'invité, M. Gaspard Nané Koula. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de Gabon Environnement. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.